Bienvenue sur Africa 24 dans cette nouvelle édition du Non-Stop Info. Voici les titres de l'actualité. Quelle piste pour une sortie de crise politique au Burkina Faso? La question reste en suspens 6 ans après l'insurrection populaire de 2014. Le pays est en proie à une crise sécuritaire alors que la soif de justice et de réconciliation reste au cœur des préoccupations. La Guinée équatoriale maintient son ambition de se positionner en hub pétrolier et gazier en Afrique centrale. Le gouvernement a décrété que 2020 serait l'année de l'investissement. Les autorités misent sur le développement des infrastructures minières et énergétiques pour soutenir ce projet. Et l'explosion d'un pipeline de la compagnie pétrolière nationale du Nigeria a engendré d'importants dégâts humains et matériels dans le quartier de Abula Egba de Lagos. L'incendie résulterait d'un nouvel acte de vandalisme. Détail à suivre dans cette édition. Mais tout d'abord, la justice malienne a annoncé ce mardi qu'elle se prononcerait le 28 janvier sur une éventuelle mise en liberté provisoire du général Amadou Sanogo. Ce dernier est présenté comme le meneur du coup d'État de 2012 qui avait chassé le président Amadou Toumani du pouvoir. Amadou Sanogo est détenu depuis 6 ans pour l'assassinat présumé de soldats contre-putschistes. Il est à noter que le parquet et la partie civile ne se sont pas opposés à cette éventuelle mise en liberté provisoire lors de l'audience de ce mardi 21 janvier. La soif de justice et de bonne gouvernance demeure au Burkina Faso 6 ans après l'insurrection populaire qui a mis fin aux 27 ans de pouvoir de l'ancien président Blaise Compaoré. Le pays est en proie à une crise sécuritaire. Dernière attaque en date ce mardi 21 janvier où 36 civils sont tombés sous les balles des terroristes dans le nord du pays. Analyse de la situation avec Angelo Megno. Le Burkina Faso veut retrouver sa voix. Depuis l'insurrection populaire de 2014, plusieurs initiatives ont été prises pour panser les plaies du passé. Mais entre besoin de justice et réconciliation, les avis sont toujours partagés dans le pays des hommes intègres. Certains mouvements exigent l'application d'une justice pure et simple, pendant que d'autres plaident pour la mise en œuvre d'un processus de réconciliation. La justice doit se faire tout court, mais elle doit être encadrée d'autres processus qui fassent qu'on ne revienne plus dans les problèmes qu'on a eus. C'est pour ça qu'on parle ici de transitionnel. Donc, si on applique la justice, il faut également que la vérité soit faite et qu'il y ait des réparations et qu'après les réparations, on prenne les mesures pour que les faits ne se reproduisent plus. Le bilan de l'insurrection populaire est assez lourd. Après le départ de l'ancien président Blaise Compaoré, le gouvernement de transition a fait état de 24 personnes mortes et 625 autres blessées lors des manifestations. À cela s'ajoute le coup d'État manqué de 2015 qui a fait une quinzaine de morts. Les familles des victimes, jusqu'alors, réclament que justice soit faite. Le pouvoir préfère juste faire la justice comme elle se déroule normalement. Or, on sait qu'avec ça, elle va revenir puisqu'il y en a qui vont vouloir se venger. Donc, que vous soyez du camp du pouvoir ou pas, vous savez que les choses ne vont pas finir comme ça. Et si c'est pas traité, on a dit que non, les gens ont commis des actes, on les amène devant le juge, on les condamne, ils sont en prison. Est-ce qu'on en a fini avec? Si la page de 2014 est dure à tourner, celle de la crise sécuritaire risque de prendre encore plus de temps. Depuis l'insurrection populaire, le pays doit faire face à des attaques terroristes qui ont déjà fait plus de 700 morts et 560 000 déplacés. Un nouveau chef de la primature a été nommé le 20 janvier par le président tunisien Kais Saied. Il s'agit de Eliès Farfar. Ce dernier aura pour mission de former un gouvernement dans les 30 jours après l'échec de son prédécesseur Habib Djemli et plus de 3 mois après les élections législatives et le tout avec un parlement morcelé. Les explications de Philomène Tiné. Eliès Farfar nommé Premier ministre. Le chef de l'État tunisien, Kais Saied, a de nouveau désigné un chef de gouvernement. Celui-ci devra dans un mois former un gouvernement et recevoir l'aval du Parlement en récoltant au moins 109 des 217 voix. Son gouvernement sera approuvé par la majorité du Parlement parce qu'il y en a beaucoup dans le Parlement qui se sont élus par le reste des votants. Il y en a beaucoup qui craignent de perdre leur siège. Et en l'occurrence, ils veulent plutôt ne pas
aller à une nouvelle échéance électorale. Si jamais il n'y aura pas un vote de confiance pour ce gouvernement, c'est que la Tunisie va exactement, malheureusement, rentrer dans une crise politique. Une crise politique semble s'installer en Tunisie. Le pays se retrouve sans gouvernement 3 mois après les législatives. Le gouvernement composé de personnalités indépendantes émanant de l'ex-premier ministre Habib Djemli, désigné le 15 novembre 2019, a été rejeté par le Parlement. Il y a de fortes chances qu'il passe, mais pour travailler, il se peut qu'il y ait une obstruction du Parlement par la suite, puisque ce gouvernement ne représente pas vraiment la majorité parlementaire qui est très émiettée du fait du mode de scrutin. Donc ce gouvernement aura de gros problèmes pour faire passer les projets de loi nécessaires aux réformes qu'il compte entreprendre. Le Parlement tunisien est issu des législatives du 6 octobre 2019. Composé d'une multitude de partis antagonistes, il pourrait être dissous mi-mars en cas de refus des partis concernés d'approuver le nouveau gouvernement. Ainsi, la Tunisie pourrait connaître de nouvelles législatives. La Guinée équatoriale n'a pas renoncé à son ambition de devenir un Eldorado du pétrole et du gaz en Afrique centrale. Le gouvernement a décrété 2020 année de l'investissement et souhaite construire des infrastructures minières et énergétiques pour soutenir ce projet. Un pari ambitieux pour ce pays qui a connu un marasme économique suite à la crise pétrolière de 2014. Nathalie Moreau. La Guinée équatoriale veut se positionner comme un hub pétrogazier en Afrique centrale et de l'Ouest. Le pays mise sur le développement d'infrastructures minières et énergétiques pour porter son projet. Au cours de son année de l'investissement lancée le 12 janvier 2020, le gouvernement compte construire une centrale électrique alimentée au gaz, des raffineries et des réservoirs de stockage avec la contribution de ses partenaires économiques. Les investisseurs considèrent la Guinée équatoriale comme un puissant hub émergent en Afrique de l'Ouest et du Centre et cette année, ils entreprendront l'exécution de plusieurs projets clés qui nous positionneront comme un véritable leader africain de l'énergie et créeront des emplois pour nos citoyens. Le gouvernement équato-guinéen souhaite relancer l'économie après 3 années de baisse de la croissance. En effet, de 2005 à 2008, le produit intérieur brut réel du pays s'est amoindri de 29% dans un contexte marqué par la baisse de la production et l'affaiblissement du prix du baril de pétrole. Avec de nouveaux investissements, le pays compte porter sa production pétrolière à 140 000 barils dès octobre 2020. Mettre beaucoup d'emphase sur les services pétroliers aux autres entreprises du Golfe de Guinée serait beaucoup plus efficace temporellement, mais ne serait pas efficace sur la durée parce que toutes les entreprises dans le secteur pétrolier ont actuellement des défis de compétitivité. La Guinée équatoriale prévoit d'enregistrer un taux de croissance positif grâce à son plan de réforme économique. Le pays va financer la relance de son économie à partir d'une ligne de crédit de 280 millions de dollars accordée par le Fonds monétaire international. La croissance résiste au Sahel et ce malgré la situation sécuritaire délétère. Dans cette région, le produit intérieur brut par tête augmente plus vite que sur le reste du continent africain. Un PIB de 5,9% est d'ailleurs attendu pour 2020, ce qui peut paraître déroutant. Le Sahel devrait d'ailleurs être la région d'Afrique qui connaîtra la croissance la plus rapide en 2020. Les explications de Philomène Tiné. En dépit de la dégradation de la situation sécuritaire dans certains pays, le produit intérieur brut de la région du Sahel augmente plus vite que sur le reste du continent africain. Ce vaste territoire allant de l'océan Atlantique au lac Tchad qui couvre 14 pays devrait connaître en 2020 la croissance la plus rapide avec un PIB de 5,9%, soit un rythme supérieur à la moyenne continentale de 3,8% selon l'Agence française de développement. C'est une croissance extravertie, c'est-à-dire qu'elle ne profite pas à la grande majorité de la population s'agissant des facteurs. Il y a ressources minières, quelques ressources agricoles telles que le coton dans le cas du Mali et du Burkina Faso.
Le Sahel regorge également un des plus grands potentiels d'énergie renouvelable. Seul son potentiel d'énergie solaire se traduisait par environ 13,9 milliards de kWh par an en 2016, d'après les données de l'Organisation des Nations Unies. S'agissant particulièrement des ressources renouvelables dont le Sahel est doté, en particulier le solaire, ce serait une dynamique très importante dans la mesure où ça contribue à la réduction des coûts de production. Il y a aussi les ressources hydrauliques, mais l'industrie est très faible. C'est essentiellement des produits importés qui circulent dans tous ces pays. Pour la première phase de son plan de soutien 2018-2022 dans 10 pays sahéliens, l'ONU estime entre 140,25 et 157,39 milliards de dollars par an les ressources nécessaires pour parvenir à un développement durable et à la pérennisation de la paix. Les actes de vandalisme sur les oléoducs de la compagnie pétrolière nationale se multiplient au Nigeria. L'explosion d'un pipeline le 19 janvier dans le quartier de Abula Egba de Lagos a causé la perte de plusieurs personnes et a engendré de nombreux dégâts matériels. La compagnie pétrolière nationale du Nigeria est malheureusement habituée à ce genre d'incident puisqu'au premier semestre 2019, 22 millions de barils de pétrole ont été perdus à cause du vandalisme. Ibayako. Explosion d'un pipeline au Nigeria ce dimanche 19 janvier. Un feu qui ravage cette centrale de la Nigerian National Petroleum Corporation. Les victimes principales, les habitants de ce quartier de Abula Egba de Lagos, où l'incendie de cet oléoduc s'est propagé dans les maisons voisines et a engendré l'explosion de plusieurs voitures. Les gens couraient, je demandais où cela se passait. Puis je me suis approché, ils ont dit que les vandales de pipeline faisaient ça. Ces vandales font toujours ça. Il y a des bâtiments brûlés, des voitures brûlées et plus de 20 camions brûlés et de nombreux morts. Un incendie ravageur, mais pas le premier, puisque ces explosions sont causées principalement par des vols et des sabotages, des méthodes utilisées pour voler le pétrole de ces centrales et qui engendrent des accidents techniques graves. Nous avons été informés, à partir du rapport préliminaire que nous avons recueilli, que cet incendie a été provoqué par des individus venus vandaliser le pipeline. Et ce, malgré le fait que l'État ait mis en place une grande sécurité autour des résidences de nos pipelines. Aucun bilan officiel n'a encore été émis pour mesurer l'impact des dégradations et de l'incendie sur la centrale et l'ensemble du quartier. Un porte-parole de la Nigerian National Petroleum Corporation a déclaré que la compagnie pétrolière nationale était en cours d'évaluation de la situation. Dans le reste de l'actualité, le tirage au sort des qualifications pour la Coupe du Monde 2022 a été effectué ce mardi 21 janvier au Caire en Égypte par la Confédération africaine de football. Les 40 équipes encore en lice ont été réparties en 10 groupes de 4. Rappelons que seule l'équipe classée première de chaque poule disputera l'ultime tour de qualification pour le Mondial 2022. Seules 5 sélections représenteront l'Afrique à la Coupe du Monde 2022 au Qatar. C'était le journal de la rédaction. Merci de l'avoir suivi. L'information continue sur Africa 24.